Samedi 12 février 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Le procès de l'acteur de la société civile Abbas Abdelaziz, prévu ce matin à la cour d'appel de Niamey, a été reporté au 12 du mois prochain. Le ministère public l'accuse de complicité des dégâts engendrés au cours de la manifestation du 29 octobre dernier qu'il a lui-même initié. Ismaël Moumouni et Sadou Demi. Après avoir été lavé de tout soupçon par la cour du tribunal de grande instance hors classe de Niamey le 24 novembre passé par rapport aux dégâts orchestrés lors de la manifestation du 29 octobre dernier, Abbas Abdelaziz devrait être jugé ce lundi 12 février à la cour d'appel de Niamey suite à la demande du ministère public l'accusant d'être responsable de tout ce qui s'est passé le jour de cette manifestation. Malheureusement, le procès a été reporté jusqu'au 12 mars prochain, comme l'atteste l'accusé. Le ministère public remet en cause le jugement en première instance. Donc ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec le jugement rendu. Donc il demande à ce que le jugement soit cassé. Voilà. On est venu, comme ça a été renvoyé le 8 passé au 12 de ce mois, encore aujourd'hui ça a été renvoyé encore pour le 12 mars. Abbas Abdelaziz demeure confiant et dit être à la disposition de la justice quand le besoin se fera sentir. J'ai confiance à la justice nigérienne. Écoutez, on l'avait dit depuis la première instance, on avait dit qu'on avait confiance à la justice nigérienne. Nous continuons à avoir confiance à la justice nigérienne parce que nous croyons à la justice nigérienne. Et nous pensons que le droit a été dit en première instance. Le ministère public, c'est son droit, c'est son droit de faire appel. Donc on ne trouve pas d'inconvénient à ça. C'est le cours normal des choses. Le rendez-vous est pris alors pour le 12 mars prochain à la cour d'appel de Niamey pour suivre une seconde fois le procès de l'acteur de la société civile Abbas Abdelaziz, organisateur de la manifestation anti-loi de finances du 29 octobre dernier. Le torchon brûle entre différents membres de la communauté universitaire à l'université Abdou Moumouni de Niamey. En effet, suite à une rixe intervenue entre un groupe d'étudiants et un de leurs enseignants, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur a observé une grève de 24 heures ce jour 12 février 2018. Plus de détails sur ce mouvement d'humeur avec le SG du SNEX section de Niamey, Mohamed Kabir. Ce qui est à l'origine de ce mouvement, c'était des violences physiques et morales exercées sur un collègue le mercredi 7 février par des étudiants. Alors ça, je crois que c'est un épilogue que la violence a connu avec cette agression physique. Déjà, certains collègues s'étaient plaints par-ci par-là de certaines agressions, que ce soit dans les amphis ou alors même au niveau de leur bureau. Mais là, je crois que la violence a atteint un cap vraiment exécrable. Et donc c'est pour ça que le SNEX s'est dit qu'il faut que ça s'arrête définitivement. Une telle violence a déjà été observée par ces mêmes groupes, par ces mêmes étudiants, sur le personnel administratif et technique. En réalité, le collègue en question, il est de la fac des sciences, et plus précisément de l'Institut de recherche en mathématiques IREM. Et cette même violence a été exercée sur le gardien de l'IREM il n'y a même pas un an de cela. La procédure est en cours. Donc, tant sur le plan judiciaire qu'à notre niveau ici, sur le plan administratif. Donc, une commission de discipline a été mise en place hier. Et aujourd'hui, ce collègue a déposé une plainte au niveau de la justice. Parce qu'en fait, si on y prend garde, heureusement qu'en fait, l'interposition de certains collègues lui a permis d'échapper belle. Sinon, il allait être séquestré. Il allait l'amener au campus. Et on sait très bien tout ce qui se passe là-bas. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et tout le monde sait le degré de violence que ces étudiants exercent sur tout ce qui séquestre là-bas. Déjà, il y a ce premier acte qu'on vient de poser, à savoir, ça c'est tout simplement symbolique, hein, la grève de 24 heures. Et on va convoquer incessamment une assemblée générale pour prendre des décisions encore plus fermes. Une chose sur ce qu'on est fermement engagé à protéger l'intégrité physique et morale de nos collègues. On n'entend pas laisser cet événement-là passer.
Le Ben Cisas a présenté ce matin son nouveau bureau au ministre de la Santé publique. Un bureau qui a été constitué après leur dernier congrès à Zendera. Le compte rendu de cette cérémonie avec Asma Seydou et Nasser Seydou. Secrétaire général présenter son nouveau bureau à leur ministre de tutelle ainsi que les recommandations et résolutions issues de leur dernier congrès tenu les 27, 28 et 29 décembre 2017 à Zender. Tel est l'exercice auquel s'adonne le Ben Cisas à travers la présente rencontre. Le 21e congrès a retenu 12 recommandations et 6 résolutions. Cette occasion est aussi idéal pour porter à votre connaissance quelques points saillants qui, à notre avis, constituent des préoccupations très urgentes dont le traitement requiert une réelle diligence. Ils sont relatifs surtout à la situation intenable des contractuels de la santé faute de paiement de plusieurs mois de leur pécule alors qu'ils constituent aujourd'hui plus de 80% des agents de la santé dans certaines zones. Cette situation peut porter un coup dur sur la qualité de l'accueil, des soins, la hausse des indicateurs et le respect de l'éthique et de la déontologie qui constituent notre credo au SUSAS. Les conditions de vie et académiques très préoccupantes. Occasion saisie par le ministre de la Santé publique pour féliciter et encourager le Ben Cisas pour son combat dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. Et je félicite le nouveau bureau qui vient d'être élu et je vous encourage. D'ailleurs, c'est ce mot qui devrait être le premier mot, l'encouragement par la félicitation. Parce que ce n'est pas un travail qui est facile, c'est un travail où on est entre le marteau et l'enclume, entre l'employeur et les militants qui attendent de l'autre côté, et vous êtes au milieu. Vous attendez la compréhension des militants et de ce côté la sincérité du gouvernement par rapport à la gestion des préoccupations qui sont toutes légitimes. Le SUSAS quand même a toujours eu un comportement responsable envers tous les ministres qui se sont succédés, et le SUSAS a eu à apporter une contribution majeure et significative, non seulement dans le cadre du partenariat, mais surtout dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, de l'amélioration des conditions de soins. Et vous ne vous êtes pas seulement préoccupé des intérêts matériels, qui est l'essence du syndicat, mais vous êtes parti au-delà de ces intérêts. Vous vous êtes préoccupé de la santé de la population à travers les multiples sorties, sensibiliser les militants, pour sensibiliser la population, pour améliorer la qualité de soins. Aussi, le ministre de la Santé a donné l'assurance que des dispositions sont en train d'être prises pour la régularisation de la situation dans laquelle se trouvent les agents de son département ministériel. Le syndicat national des tailleurs du Niger de l'arrondissement communal Niamey 5 a procédé hier après-midi à la célébration de son 3e anniversaire, cérémonie au cours de laquelle les maîtres tailleurs ont délivré des diplômes aux apprentis tailleurs de cet arrondissement. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafissatou Yahaya et Halidou Brema. La présente cérémonie qu'organise le syndicat national des tailleurs du Niger Sinaten de l'arrondissement communal Niamey 5 consacre la célébration du 3e anniversaire du dit syndicat, couplé à la remise de diplômes aux apprentis tailleurs après plusieurs mois d'apprentissage. Cérémonie qui se tient à un moment où la couture connaît des multiples mutations profondes qui affectent dangereusement notre métier. Il s'agisse de l'innovation technologique, du progrès dans la production et l'emploi des jeunes dans les ateliers. Plusieurs forces
sont à l'œuvre et auxquels il nous faut trouver de nouveaux paradigmes. Cette transformation du monde apportée, certes, de nouvelles opportunités aux jeunes, mais exige d'eux des compétences nécessaires et des choix adaptés et durables pour leur avenir. C'est pourquoi, monsieur le délégué spécial du 5e arrondissement, devant cette auguste assemblée, je lance un appel à l'unification à l'endroit de l'ensemble des tailleurs du 5e arrondissement. En général, et c'est du syndicat national du tailleur du 5e arrondissement, en particulier pour qu'on soit beaucoup plus fort. Le SINATEN est affilié à l'UDTN, l'Union démocratique des travailleurs du Niger. Son secrétaire général a tenu à réaffirmer l'engagement de sa structure à accompagner les tailleurs. Au nom de l'ensemble des militantes et militants de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, devant cette auguste assemblée, pour féliciter l'ensemble des participants ici présents et réaffirmer détermination de l'Union démocratique des travailleurs à accompagner l'ensemble de ces militantes et militants d'où qu'ils se trouvent. Notons enfin que cette cérémonie a bénéficié du soutien du Fonds d'appui à la formation professionnelle et apprentissage FAFPA et de l'institution de microfinance Asusu SA. Actualité dans nos régions, la délégation ministérielle composée du ministre de l'Action humanitaire et du ministre délégué auprès du ministre d'État de l'Agriculture et de l'Élevage en mission dans la région d'Agadez. Cette délégation a visité les réalisations du PGRC2U dans le département d'Ingala. Le reportage avec nos confrères d'Ounia Agadez. La délégation ministérielle qui a déjà sillonné vendredi 9 février dernier le périmètre maraîcher dans la localité d'Azel, commune de Tirozérine, était samedi 10 février l'hôte de la population d'Ingala. Dans les terres de cette commune rurale dédiée au pastoralisme, la délégation a d'abord visité plusieurs puits pastoraux réalisés par le PGRC2U dans son volet MRI avant de procéder au lancement de l'opération de récapitalisation des cheptels au profit des éleveurs nomades victimes des inondations, sous la houlette du ministre de l'Élevage. Il s'agit de la distribution de 6 000 têtes de bétail pour plus de 400 millions de francs CFA. Il reste sur la base du plan de mise en œuvre des réponses aux urgences. Il est prévu la récapitalisation du cheptel au profit des ménages sinistrés ayant perdu l'ensemble ou une partie de leur cheptel au niveau du village dans la région d'Agadez. C'est vous dire l'importance de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et qui consacre les lancements de l'opération d'environ 6 000 têtes pour un coût total de 400 millions. Ainsi, le président de la République et le premier ministre saluent votre patriotisme pour la grande patience dont vous avez fait montre pendant tous ces mois de souffrance. Mesdames et messieurs, chers invités, il est vrai que les problèmes et les besoins sont nombreux. Il est vrai aussi que nos moyens sont limités. Mais voudrais-je vous rappeler que l'attachement déterminé du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, à poursuivre les actions visant à renforcer les capacités de résilience de la population nigérienne. Intervenant au cours de cette opération d'un temps important composé de troupeaux, de chèvres, de vaches et de chameaux, le gouverneur de la région a appelé les bénéficiaires à en faire une bonne gestion. Chaque bénéficiaire a reçu du PGRC2U 10 petits ruminants et 2 gros ruminants. C'est le lieu d'adresser un témoignage mérité à l'équipe du PGRC2U, aux experts du ministère de l'Action humanitaire et de gestion des catastrophes, aux comités régionaux et communaux d'alerte qui ont sillonné la région pour s'enquérir de l'ampleur de la situation des dégâts causés et ont conduit les différentes réflexions et la matérialisation de ce précieux programme tant attendu par les populations victimes des inondations. C'est pourquoi j'exhorte tous les fournisseurs d'animaux retenus à mettre le meilleur d'eux-mêmes pour mettre à la disposition des bénéficiaires des animaux qui répondent aux spécificités techniques retenues. Aux bénéficiaires, j'en appelle à une gestion rigoureuse de ces ressources de récapitalisation de leur cheptel qui seront remis à la
qui leur seront mis à disposition. Il faut rappeler que les réalisations sur les sites agricoles comme les ventes de bétail rentrent dans le cadre du mécanisme. À l'international, l'Afrique du Sud s'enfonce dans la crise politique. Le sort du président Jacob Zuma est entre les mains de son parti, l'ANC. Ses membres sont réunis à huis clos depuis la mi-journée. Le reportage avec nos confrères de France 24. Les négociations de l'ANC piétinent depuis plusieurs semaines, mais cette réunion d'urgence du parti pourrait précipiter le départ de Jacob Zuma. Selon le chef du Congrès national africain, le sort du président est presque scellé. Les débats porteraient désormais sur les conditions de son départ. Une des pistes envisagées, le lancement d'une procédure de destitution. Camarades, nous discutons actuellement de la transition vers une nouvelle administration et en particulier de la résolution des problèmes autour du poste de président de la République sud-africaine. Et parce que notre peuple souhaite que ce problème soit résolu, le comité exécutif fera exactement cela. Empêtré dans des scandales de corruption, le président Jacob Zuma a jusqu'ici refusé de quitter ses fonctions, malgré la pression de l'ANC et de la rue. Selon les médias locaux, il tenterait en réalité de garantir son immunité et d'obtenir la prise en charge de ses frais de justice. Son vice-président Cyril Ramaphosa exclut de le protéger. L'ANC a recouru plusieurs fois ces derniers mois à la motion de défiance, mais en vain. Si Jacob Zuma décide finalement de démissionner, c'est justement Cyril Ramaphosa qui assurera l'intérim pendant 30 jours, le temps nécessaire au Parlement pour élire un nouveau président. Ils ont fait recours à des prostituées durant leur mission caritative en Haïti. C'était lors du tremblement de terre de 2011. Les humanitaires d'Oxfam sont au cœur d'un scandale relevé par le Times de Londres. L'affaire a conduit aujourd'hui la directrice générale adjointe de l'organisation à démissionner. Le reportage. C'est vraiment un vif émoi, le choc, la stupéfaction, en tout cas au sein du public. Selon certains, eh bien, le gouvernement et les autorités ont été en fait au courant. C'est ce qu'affirme en fait la prédécesseur de la ministre de l'Aide internationale au développement qui a convoqué aujourd'hui eh bien, la direction d'Oxfam. Alors le financement est considérable, il s'agit de 32 millions de livres sterling par an et justement le gouvernement menace de couper eh bien, cette subvention, cette aide à l'ONG britannique, car ce sont des accusations très sérieuses. Les faits remontent à 2011, mais c'est vraiment l'article du Times qui a révélé cette affaire vendredi avec eh bien, du côté d'Oxfam, c'est vrai, il y avait une enquête interne, c'est vrai qu'il y a eu 4 licenciements, c'est vrai que 3 personnes avaient démissionné, mais semble-t-il, l'accusation maintenant, selon le Times, c'est que Oxfam a en fait étouffé l'affaire. Faux, c'est pas ce que nous avons fait, affirme Oxfam, et en tout cas nous avons maintenant depuis cet après-midi, comme on appelle ça ici en anglais, un scalp, une démission, cette première démission donc de la directrice adjointe Penny Lawrence d'Oxfam, et qui avoue sa honte, qui dit qu'elle est responsable, elle se sent entièrement responsable de ce qui s'est passé eh bien, en Haïti et aussi au Tchad, il faut le dire. Alors maintenant, on évoque certaines solutions possibles. Il faut dire qu'à l'heure où je vous parle, on attend toujours la déclaration de la ministre Penny Mordaunt qui eh bien, tarde à venir. Mais en tout cas, une des choses ici, ce serait peut-être que le gouvernement britannique eh bien, réduise l'aide annuelle de 32 millions de livres sterling. Il y a déjà beaucoup de questions sur cette aide dans cette période toujours d'austérité. Est-ce qu'elle est justifiée? Qu'est-ce qu'elle apporte en fait? Et maintenant,
maintenant, la grande inquiétude, c'est aussi que certaines personnes, et des pervers sexuels, en fait, cibleraient les ONG pour, eh bien, soi-disant aider les personnes les plus vulnérables à des moments très difficiles, par exemple en Haïti et avant cela au Tchad, et en fait se serviraient de ces ONG pour, eh bien, commettre des crimes sexuels. C'est donc très sérieux, et on parle maintenant d'une possibilité de passeport spécial pour empêcher ce qui aurait été le cas avec Oxfam, qu'une personne qui travaille pour Oxfam, qui commet, eh bien, ce genre de crime, puisse en fait démissionner tout simplement, même être licencié et partir ailleurs, dans une autre ONG, ailleurs dans